à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Recaler le repas à 1 € à l'université ne sera pas étendu à tous les étudiants. Une décision que dénoncent les concernés. Explication de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, à suivre dès le début de ce journal. Ils sont les gardiens de notre sécurité au ski. Télé Grenoble s'est glissé dans la peau des pisteurs secouristes. Objectif, en savoir un peu plus sur cette profession essentielle pour le loisir en montagne. Rencontre aussi dans ce journal avec un passionné de taxi. À 80 ans, Michel Carrick continue de parcourir les routes d'Ille-et-Vilaine à bord de sa splendide 2 chevaux. Une belle histoire que nous proposera la chaîne TVR à Rennes. Et puis un voyage à la nage et sur un voilier. Nous vous raconterons dans ce journal la méthode traditionnelle pour embarquer et transporter du rhum depuis la Martinique. Un sujet de Via ATV en fin de journal. Voilà, il n'aura manqué qu'une seule voix. Les députés ont tranché. Tous les étudiants ne pourront pas bénéficier du dispositif du repas à 1 €. Une déception pour les intéressés contraints de jongler avec un budget serré et une hausse des prix des produits alimentaires. Reportage à Amiens de Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard. Ce week-end, j'ai fait des courses pour une 50aine d'euros. Je pense que j'ai même pas des repas pour une semaine, quoi. Il y a peut-être une raison derrière ça, c'est que si tout le monde profiterait des repas à 1 €, peut-être que ce qu'on mangerait ou les ingrédients qui sont utilisés seraient de moins bonne qualité. Chaque jour, près de 1000 repas sortent des cuisines de ce restaurant universitaire. Des repas à 3,30 € ou 1 € pour les étudiants boursiers ou dits précaires. Plus de 43% des repas que nous servons quotidiennement ou sur l'année sont des repas à 1 €, donc à cette tarification sociale. Et ce qui est certain, c'est qu'on a vu une progression, une affluence dans nos restaurants liée peut-être à cette tarification et puis aussi au redémarrage d'une activité universitaire intense. L'université Picardie-Jules Verne compte 54 000 étudiants sur le territoire, dont 16 000 sont boursiers et peuvent bénéficier du dispositif. De leur côté, les associations étudiantes soulignent le statut des autres étudiants. En un an, 200 nouveaux bénéficiaires ont poussé les portes de cette épicerie solidaire. Aujourd'hui, il y a tout simplement des étudiants qui ne remplissent pas les critères de bourse, parce qu'aujourd'hui la bourse est sur critères, et certains étudiants sont des étudiants qui sont sur le fil, ils dépassent un tout petit peu ces critères, ce qui fait que eux ne peuvent pas vivre tout simplement correctement et profiter de la vie étudiante comme ils doivent la vivre. Face à l'affluence, l'épicerie solidaire subit elle-même des pénuries de denrées, l'obligeant à lancer un appel aux dons pour pouvoir subvenir aux besoins des étudiants. La flambée des prix de l'alimentation pose une fois de plus la question de la précarité étudiante. La précarité des étudiants qui contraste avec la relative bonne tenue de l'économie française. De nombreux secteurs peinent aujourd'hui à recruter. Exemple avec les chauffeurs de bus qui manquent à l'appel pour répondre aux besoins de déplacement. Un déficit de vocation que tente de contrôler Pôle emploi et les entreprises en proposant des recrutements originaux. Pas de CV mais des animations pour détecter leur potentiel. Précision de Jean-Marc Lucas pour Via Occitanie. Tout commence par un escape game. Ici, personne ne se connaît, mais tout le monde s'entraide. Chez ces candidats de Pôle emploi, on ne cherche pas le CV, mais les capacités à gérer les situations et le relationnel. L'idée, c'est de les armer pour leurs futurs entretiens avec les futurs recruteurs. Ils sortent de l'escape game avec un passeport compétences qui répertorie tout leur savoir-être, ce qui leur permet d'être plus en confiance vis-à-vis des recruteurs qu'ils vont rencontrer. Puis direction le simulateur de conduite. Tout en respectant la limitation de vitesse, pensez à regarder votre compteur aussi. Un outil ludique et pédagogique pour sensibiliser et détecter les potentiels. Ça permet d'avoir une première expérience et une première aventure avant de partir sur le réel et sur la route. Chaque recrue obtiendra une formation de 3 mois, prise en charge intégralement par Pôle emploi, avec à la clé un titre de chauffeur de transport en commun. On sent qu'on conduit un bus ou un tir ou un grand camion. Ça me plaît de conduire. Alors je pense que je veux essayer de faire ce métier si tout va bien. Le secteur du transport est en tension, tout comme celui de la restauration et de la santé. Du côté de Pôle emploi, on observe de très près cette opération. C'est une première en Occitanie avec la journée qui s'est passée hier à Muret. On va voir le nombre de personnes qui auront été validées et à partir de là, pourquoi pas le proposer à nouveau, mais en partenariat avec les entreprises. Le transport murtin cherche dans l'immédiat 8 chauffeurs en CDI, à temps partiel ou à temps complet.
Voilà, et parmi les domaines d'activité qui recrutent en ce moment, celui de la sécurité n'est pas en reste. La preuve dans la Sarthe où un établissement dédié à la formation des jeunes recrues croule sous les demandes. Les places sont chères pour espérer devenir gendarme, policier ou encore agent de sécurité. Hélène Galliana pour LMTV Sarthe. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, coupez le véhicule s'il vous plaît. Tout semble bien réel. Pourtant, il s'agit ici d'un exercice. Ces lycéens sont en formation métier de la sécurité. Plus tard, ils seront agents privés, policiers ou encore pompiers. Et la formation rencontre un vif succès. Pour compléter son offre, bientôt, une nouvelle post-bac sera disponible. Par apprentissage, 12 places, et qui va compléter donc l'offre de formation de l'établissement, mais aussi permettre à ces jeunes d'avoir un bac plus 2, alors soit pour être manager dans un secteur privé, ou alors bien sûr peut-être postuler à des concours d'officiers. Écoutez mes ordres, monsieur, tournez la tête sur la droite, c'est un ordre. Mettez les mains sur le volant. Et préparer sa formation en Sarthe permet de vivre des expériences internationales. À partir de la classe de première, ils peuvent mettre en pratique leurs connaissances et travailler sur des événements. D'abord, pour être dans l'insécurité, il faut une carte professionnelle. On fait une demande préalable, ils ont cette carte professionnelle, ce qui leur permet de travailler sur les événements importants en Sarthe. Et tous les ans, nous avons des jeunes qui vont travailler sur dans des moments temporaires autour des événements comme les 24 heures du Mans, les 24 heures camion, les 24 heures moto, bien évidemment. Chaque année, le bac pro doit refuser des candidatures. Pour une place, l'établissement reçoit environ 7 demandes. Voilà, et on referme cette page dédiée à l'emploi avec déjà les premiers entretiens pour la Coupe du Monde de rugby. Comme vous le voyez sur ces images de nos confrères de TL7 dans la Loire, les candidats sont nombreux à espérer devenir bénévoles et assurer notamment l'accueil et l'orientation du public lors de l'événement. Pour rappel, la Coupe du Monde de rugby sera organisée en France du 8 septembre au 28 octobre prochain. Et le match d'ouverture ne sera rien d'autre que France-Nouvelle-Zélande. On a forcément hâte tous d'y être. Alain Delon et Catherine Deneuve mobilisés pour l'Ukraine. Un an après le début du conflit, les deux stars de cinéma français ont participé cette semaine à une émission spéciale diffusée sur les antennes de TV5 Monde. Un enregistrement extraordinaire au cours duquel ils ont interprété notamment des poèmes ukrainiens. Regardez cet extrait. Quand je serai mort, mettez-moi dans le théâtre qui sert de tombe, au milieu de la plaine immense, dans mon Ukraine bien-aimée. Pour que je voie les champs sans fin, le Dniepr et ses rives abruptes, et que j'entende mugir, lorsque le Dniepr emportera vers la mer bleue, loin de l'Ukraine, le sang des ennemis. Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Revenir un jour dans ma belle Ukraine, revoir une fois ma terre lointaine, contempler encore le Dniepr, si bleu, y vivre ou mourir, importe bien peu. Voilà, face à l'Ukraine, avec Alain Delon et Catherine Deneuve, mais aussi Olena Zelenska, la première dame ukrainienne, est à voir ou revoir à la demande sur la plateforme TV5 Monde+. Voilà, sans transition, poursuivons ce journal avec ces très belles images fournies par TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, de deux maquettes de la charpente de Notre-Dame de Paris. La cathédrale qui a été victime, souvenez-vous, d'un incendie il y a presque 4 ans désormais. Ces maquettes redonnent ainsi vie à la fameuse forêt et à la flèche de l'édifice religieux. Exposées dans le hall de l'hôtel de région à Bordeaux, elles ont pour objectif de convaincre les plus jeunes à s'engager dans un cursus d'apprentissage. Avec un tel rendu, il y a fort à parier que nombre d'entre eux se laisseront séduire. Voilà, encore quelques jours de vacances d'hiver et pour certains, la chance de partir à la montagne. Les stations de ski d'ailleurs qui vivent, vous le savez, grâce à l'implication de nombreux professionnels, parmi eux les pisteurs secouristes, un métier peu connu des vacanciers qui étaient invités dans une station grenobloise à suivre le quotidien de ces responsables de la sécurisation des domaines. Au programme installation de filets, de matelas, de signalisation, un reportage dans la peau d'un pisteur secouriste de Miko Perchi pour Télé Grenoble. Regardez. Ce sont les yeux des stations de ski, ils connaissent la montagne mieux que personne. Les pisteurs dévoilent les coulisses de leur métier. La station de Champs-Rousse organise des expériences pour découvrir le temps d'une matinée les nombreux métiers des domaines skiables. Dameurs, nivoculteurs et pisteurs accueillent les curieux et cette fois il faudra se lever tôt pour ouvrir les pistes. Ce matin, on a accueilli un groupe pour l'activité Première Trace sur Champs-Rousse. On a fait une ouverture des pistes sur la piste des Gaboureaux.
Donc on a observé un peu ce que nous, en tant que pisteurs, on doit mettre en place le matin, le jalonnage, les matelas. Alors notre métier, il consiste à sécuriser l'espace, le domaine skiable, et également secourir les personnes qui se blessent sur le domaine skiable. La sécurité en station de ski est primordiale. Les participants ont pu aider les pisteurs pour mieux appréhender les dangers. On s'est dit que c'était très intéressant de voir le dessous d'une station qu'on connaît depuis des années. Il faut avoir l'œil partout. Il faut tout regarder, pas juste descendre, mais s'arrêter partout. 12 pisteurs travaillent à Champs-Rousse. Ils ouvrent et ferment 90 km de pistes chaque jour. En été, ils participent à l'aménagement des stations, à l'entretien du matériel, mais seuls 10% d'entre eux sont permanents. En hors-saison, il reste des amoureux de la montagne. Certains font de l'accompagnement touristique ou exercent une fonction de garde forestier. Y a-t-il un âge pour se mettre au sport? Non, et encore moins si vous souhaitez débuter la boxe. La preuve, vous allez le voir avec Christine, une médecin à la retraite âgée de 72 ans. Un âge étonnant pour cette septuagénaire qui s'exerce à domicile. Pour elle, la boxe, c'est une affaire à la fois de santé et de famille. Un sujet de la rédaction de Canal 32 sur place, regardez. Uppercut, direct ou encore crochet, Christine commence à maîtriser ce langage après 4 cours de boxe. À 72 ans, l'ancienne médecin, aujourd'hui à la retraite, a décidé de se mettre au sport. La boxe, c'est un sport qui est très bénéfique pour les femmes de mon âge qui souffrent d'ostéoporose. Parce que c'est un sport en charge et c'est très bon, c'est recommandé. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'à la fin du cours, je suis très bien. Tout a commencé avec sa fille, elle-même boxeuse. On avait très envie que ma maman puisse reprendre une activité physique douce, puisqu'elle pensait qu'elle ne pourrait pas faire plus qu'une activité douce. Et puis on a pensé à la mettre dans les précieuses mains de Florent, qui a été plus qu'efficace. Dans la famille, ce sont maintenant 3 générations qui font de la boxe. Les discussions sont modernes chez nous, entre petit-fils et grand-mère. Ils parlent de crochet. Alors c'est pas le crochet de tricot, du coup, c'est le crochet de boxe. Bah, c'est cool, parce que du coup, comme nous, on avait commencé la boxe, c'est drôle parce qu'elle a voulu faire aussi. On la regarde faire. Chaque samedi matin, Florent se rend chez Christine pour lui donner un cours particulier, adapté à sa condition physique. C'est la plus âgée, c'est une super découverte. À la salle, on a des gens de tous âges, mais on va dire que c'est 60 ans le max à la salle. Et très honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir une personne de 70 ans. La séance d'après, elle m'a montré qu'elle touchait encore son nez avec ses orteils. Je me suis dit qu'on allait pouvoir mettre les jambes. Et là, c'est un super exemple. Il s'adapte à mon âge et à mes capacités physiques, à mon potentiel physique, si bien que je ne souffre pas. Ce n'est que du plaisir. Christine espère pouvoir inspirer d'autres personnes de son âge. Même si aucun combat n'est prévu, elle compte garder les gants le plus longtemps possible. Voilà, et décidément, l'âge n'est en aucun cas une limite pour vivre ses passions. À presque 80 ans, Michel reste un mordu de l'univers des taxis de sa région, la côte d'Émeraude. Un littoral qu'il aime parcourir à bord de sa 2 chevaux un peu spéciale. Un modèle rare que bichonne cet ancien artisan. Une belle rencontre que nous propose la chaîne TVR. Regardez. Dans le nord du département, Michel possède un modèle unique, un peu capricieux au démarrage, une 2 chevaux taxi. L'été, je fais des sorties à droite à gauche, elles tournent, donc il n'y a pas de souci. Elles sont en essence, ça doit être bon. Alors c'est un prototype, ça, qui n'a jamais vu le jour. Il y a eu 3 modèles de fait en France. L'ancien artisan taxi de Saint-Coulon a reproduit ce prototype proposé par Citroën dans les années 50, lorsque la mairie de Paris a voulu uniformiser les taxis de la capitale. Mais l'autorisation de circuler ne lui fut pas accordée. Parce qu'à cause de la capote, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. La 2 chevaux, tout le monde la connaît dans le coin. Alors on a la chance aussi de pouvoir travailler dans ce métier dans des super décors. J'ai eu des Japonais qui m'ont envoyé des cadeaux du Japon parce que je leur ai fait découvrir un petit peu des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude. Michel a acheté la licence taxi de Saint-Coulon au début des années 80. C'est pas facile quand on démarre dans une petite commune, et puis placé ici, j'étais un peu éloigné de tout le monde, hein, donc après il a fallu faire sa place. Puis après, je me suis fait mon trou, je me suis fait connaître, et puis le service était peut-être différent des taxis des grandes villes. À ses débuts, Michel acceptait toutes les missions, livraison de colis, trajets longs,
ou excursions privées à la demi-journée pour les touristes étrangers. Les pêcheurs à l'époque du coin, ils allaient à Terre-Neuve, donc il fallait les emmener à Bordeaux, à Boulogne. C'était des kilomètres là. Et puis après, je me suis un peu spécialisé, parce que j'aime bien bouger, dans l'excursion. Et les Américains, on allait au Mont-Saint-Michel, 5 minutes après, ils avaient fait 4 photos devant la porte et hop, on revenait. Et après, j'ai compris qu'en faisant les petites routes de campagne, les vieilles maisons, et ben là, c'était ça qu'ils voulaient voir en réalité. Le client, il nous connaît, il connaît nos habitudes. Et souvent, quand vous arrivez, allez, rentrez, prenez un petit café. Mais il y en a beaucoup, c'est tutut, ils arrivent devant le bistrot ou l'hôtel. Le client, il doit être à la disposition du taxi. Moi, je dis, c'est l'inverse. Le taxi, il est au service du client, ce qui est tout à fait différent. Il est en ancien franc encore. Et les euros, aujourd'hui, ça correspond pratiquement à la somme, sauf que c'est pas la même valeur, hein. Restons en Bretagne dans ce journal pour découvrir une des richesses culinaires de la région, le queen des gras. C'est un petit pain, vous allez le voir, généreux en produits simples, du beurre, des œufs, des raisins et du rhum. Un produit typique de cette période de l'année. Et Nora Le Nôtre, journaliste pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, s'est glissée dans une boulangerie spécialisée pour en savoir un peu plus sur cette recette caractéristique du Finistère. Regardez. Ça y est, la saison du queen des gras est lancée. Ce petit pain est fabriqué seulement dans le sud Finistère pendant la période des gras en février. Dans cette boulangerie de Douarnenez, c'est un incontournable. Alors je suis en train de diviser la pâte à queen des gras pour la façonner dans une petite demi-heure là, avant qu'elle aille au four. Là. Le queen des gras est un mélange de brioche et de pâte à pain avec beaucoup de beurre, des œufs et des raisins qui ont macéré 20 heures dans du rhum. Un peu plus de rhum que de raisin pour que ça imbibe bien. Et je rajoute de l'eau aussi parce que sinon c'est trop fort. Thierry Lucas a ouvert sa boulangerie il y a 30 ans et chez lui, le queen des gras, c'est une affaire de famille. La recette que je fais, je la détiens de mon père. Mon père était artisan boulanger ici avant nous. Et bon, j'ai toujours baigné dans le queen des gras durant le mois de février-mars. Le queen des gras connaît un tel succès que la boulangerie en envoie par colis partout dans le monde. Les États-Unis, le Canada, on expédie pas mal en Europe également et aussi dans les Antilles. Après 45 minutes au four, les queens sont prêts. C'est dommage qu'on ne peut pas retransmettre les odeurs parce que là ça sent le rhum, ça sent le beurre, ça sent le sucre. Les amateurs de queen des gras ont jusqu'à fin février pour les déguster. Après, il faudra attendre l'année prochaine. Voilà une histoire de Rome encore dans cette édition, celle, cette fois-ci, d'un chargement historique et exceptionnel. En Martinique, le rhum se transporte parfois en voilier. Une fois par an, le Tresson-Bresse, un navire impressionnant, fait escale au large de l'île pour récupérer des milliers de litres de rhum. Comme dans le temps, les fûts sont poussés sur la plage et acheminés à la nage jusqu'au bateau. Un chargement sportif suivi d'un voyage de 5 mois en mer. Un très beau reportage de Maxime Lequeux pour Via ATV. Regardez. 10h du matin, on s'active à la distillerie La Favorite. Après plusieurs mois de préparation, la cuvée est prête pour un long voyage. Alors on est en train d'embarquer les fûts, nous avons 12 fûts à charger. Nous allons charger 6 dans ce camion-là et 6 autres dans un autre. Leur destination, le Tresson-Bresse. Un fameux 3-mâts, ancien démineur dans les années 1940, réhabilité en 2007 par 3 frères hollandais. Pour y accéder, il faut d'abord faire rouler chaque tonneau un par un jusqu'à la plage. L'opération se déroule devant des touristes captivés par l'événement. C'est intéressant, surtout que c'est la première fois que j'y assiste et voir toute cette manifestation avec autant de fûts, ça donne envie. Comme dans le temps, les fûts sont ensuite poussés à la nage jusqu'au bateau. Petite promenade de santé, facile, je veux bien voir. Tout le monde peut y participer, à condition de savoir nager durant 50 longues minutes et de bien choisir son équipe. Les fûts sont ensuite chargés et placés minutieusement dans les cales par l'équipage. Ils rejoignent ceux déjà récupérés aux Canaries et à la Barbade. Au total, ce sont 15 000 litres de rhum qui s'apprêtent à devenir uniques au monde. Le vieillissement se fera durant les 5 mois de traversée, au gré des vagues et des embruns, et sans moteur. Ils ont juste besoin de
quelques mots, mais les quelques mots sont importants. Là, on vient juste de me demander, mais il n'y a même pas quelque chose auxiliaire, un petit moteur intérieur? Non, il n'y a pas. Ça a été remplacé par les couchages des officiers, des chefs de quart. Le principal, c'est déjà pas polluer en mer. Et après, de vivre aussi calmement. Enfin, moi, mon point de vue, c'est voici de vivre calmement en mer et de ne pas embêter tout ce qui est cétacé en prenant le temps du vent. Après des escales à Marie-Galante et en République dominicaine, le Tresson-Bresse débarquera sa marchandise début juillet en métropole, avant de voguer vers de nouveaux horizons. Voilà, en métropole, revenons-y justement pour découvrir à présent le travail du dernier fabricant de pierres naturelles à aiguiser. En Ariège, Alain Soucy est le fier représentant d'un savoir-faire traditionnel. Couteaux, ciseaux, sécateurs ou encore faux. Ces pierres permettent d'aiguiser tout type de lame. Écoutez ces quelques explications au micro de Manon Van Overmec, journaliste pour La Dépêche du Midi. C'est tout fait chez nous. Alors je dirais de A à Z, puisqu'on va aller à l'exploitation. On a un droit d'exploitation, c'est nous qui extrayons la roche, nos plaques de schiste. On les coupe avec une première scie, donc c'est des scies avec disque diamant et on travaille toujours sous arrosage avec beaucoup d'eau, pour ne pas chauffer la pierre, pour ne pas abîmer la pierre. Et ça évite aussi de faire de la fumée, de la poussière. Et après dans l'autre sens, elles seront refendues pour faire la finition, la pierre à dimension finale. Après Cannes, Paris et Bruxelles, l'exposition consacrée aux comiques préférés des Français, Louis de Funès, débarque en Moselle. Costumes, affiches et pièces uniques permettent de se replonger notamment dans l'esprit de la mythique série des Gendarmes. Une exposition faite de sourires et de souvenirs que nous dévoile Emma Facchetti pour Moselle TV. Regardez. Le comique préféré des Français, révélé à plus de 50 ans, Louis de Funès, a marqué plusieurs générations. J'ai surtout retenu les petites mimiques de Louis de Funès sur l'écran, la bonne humeur, la mauvaise humeur, c'était rigolo. Ce que je retiens de Louis de Funès, c'est surtout tout ce qui est le gendarme. En fait, voilà, c'était vraiment une époque que j'aimais beaucoup à ce niveau-là. Ces fans de la première heure n'ont pas hésité à faire plusieurs centaines de kilomètres pour admirer ces pièces uniques aperçues dans ces films. Moi, je suis très fan de la soupe aux choux, donc j'étais très contente de voir ce costume. C'est chouette de voir le costume de Rabbi Jacob. Après, moi, je suis une grande fan de la Folie des Grandeurs. Et puis, ça m'a bien plu de voir la machine infernale. Et puis aussi les vraies affiches quand le film est sorti. Ça nous replonge dans les films, pour moi, en tout cas, de mon enfance, que j'ai adoré regarder à l'époque avec mes parents et mes sœurs. De sa mythique barbe dans les aventures de Rabbi Jacob à ses fameux gants, casques et palmes utilisés dans Le Gendarme se marie, près de 150 archives sont exposées dans cet espace de 600 mètres carrés. Voilà, ici sur ma gauche, l'iconique deux chevaux du film Le Cornio, reconstitué par un amateur qui est membre de l'Académie des Césars. C'est tout un symbole d'un des plus grands films de Gérard Houry. Le maire, Jérôme End, fan absolu du génie burlesque français, disparu il y a 40 ans, attendait cette exposition avec impatience. On a souhaité accueillir cette exposition qu'on a découverte à Paris. C'était une magnifique exposition et on s'est dit pourquoi pas chez nous, ici, à Vic-sur-Seille, parce qu'on est aux portes de Metz, de Nancy. On est finalement sur un bassin d'agglomération assez proche et donc on peut attirer énormément de visiteurs. La commune de 1300 habitants espère attirer 25 000 visiteurs en seulement 4 mois. Allez, on ferme ce journal à l'ombre d'une visite, celle de l'abbaye d'Abondance en Savoie. Un lieu exceptionnel qu'il est possible de visiter dans l'obscurité la plus totale. Une découverte originale pour se replonger dans une époque où la lumière n'était que naturelle. Les précisions de Luc Arouk pour la rédaction de 8 Mont-Blanc. Il est 18h à Abondance. La température est négative et les rues sont vides. Pourtant, certains irréductibles se sont donné rendez-vous à l'abbaye pour une bien drôle de visite qui commence par l'église abbatiale. On a plongé l'église dans le noir total et donc c'est simplement la lumière de lampe torche qui vous permet de découvrir l'ensemble des lieux. Les 20 participants s'engouffrent dans l'édifice à la recherche du moindre détail. Les nombreux secrets de l'église se révèlent ainsi à la lueur des lampes torches. Ça, c'est le même peintre que pour les voûtes de l'édifice, donc c'est Casimir Vicario qui a fait ça au milieu du 19e siècle. Cette visite insolite a pour vocation de ramener un large public, curieux d'en découvrir davantage sur ce lieu chargé d'histoire.
Tous les visiteurs ne sont pas attirés par un audio-guide ou par une visite commentée classique, donc on cherche toujours à proposer d'autres choses pour toucher le plus grand nombre, et notamment les familles. Donc c'est un petit peu le but de cette visite. L'abbaye sort de l'ombre, donc pour que certains visiteurs y trouvent leur compte. Le tour s'achève par la découverte du cloître et ses fameuses peintures murales datant du XVe siècle. Au vu de l'émerveillement de chacun, cette visite, pas comme les autres, semble avoir fait l'unanimité. On a envie de tout découvrir, de voir, d'observer tout ce qu'il y a. Vraiment, c'est une idée excellente. On s'imagine comment pouvaient vivre ces moines à pareille époque. Je ne sais pas si on pourrait y vivre encore comme eux ont vécu. Cette visite nocturne offre donc un beau coup de projecteur, essentiel à la valorisation de l'abbaye d'Abondance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.